Bonsoir à tous, merci à Vincent et à la SAB de leur gentille invitation. Je travaille effectivement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et à l'Observatoire de Paris, où j'ai été formé et où j'ai été recruté. Ma discipline, c'est l'étude des magnétosphères, ces objets, ces cavités magnétiques qui environnent les planètes avec un champ magnétique. On va en parler ce soir. Ce sont des objets qui sont difficiles à étudier parce que les champs magnétiques, c'est invisible. J'ai fait cette conférence parce que l'année dernière, on a observé des aurores en France, et pour moi, c'était l'occasion de parler du phénomène physique, revenir avec quelque chose qui est parlant pour les gens. On est entre nous, je vous propose de m'interrompre si vous avez des questions, vous levez la main et on discute. Je vous ai préparé des petites manips, on va essayer de parler un peu de physique. Et pour commencer, je vais vous dire en 2 mots ce que je vais essayer de présenter. Les émissions aurorales des planètes, les aurores sur Terre et ailleurs, c'est un moyen d'étudier les magnétosphères à distance, parce que ce sont des ondes lumineuses qui se propagent, qu'on peut observer de loin. Et ces aurores sont le diagnostic de phénomènes d'accélération de particules qui sont ensuite guidés par les champs magnétiques, les lignes de champs magnétiques jusqu'au pôle magnétique où l'énergie transférée est dissipée sous la forme de rayonnement. C'est une phrase un peu compliquée, mais je vais reprendre chacun des éléments de cette chaîne. On va commencer avec le cas de la Terre, c'est quand même le mieux connu. Donc la Terre, c'est un objet qui réfléchit la lumière, mais pas que, il produit aussi de la lumière. Et les émissions aurorales sont, si on accepte les lumières d'origine humaine, je parle de lumière d'origine naturelle, les émissions aurorales, les aurores, sont la source d'énergie intrinsèque lumineuse la plus intense. L'année dernière, dans la nuit du 10 au 11 mai, quelque part en Côte d'Or, des gens ont fait cette photographie. On pourrait peut-être éteindre la lumière si c'est possible, Chloé. On verra mieux. Et on a l'habitude d'entendre parler d'aurores polaires, d'aurores boréales surtout. On sait qu'il faut aller en Scandinavie pour aller les voir. Il y a plein de tourisme autour de ça, mais on n'a pas l'habitude de le voir en France. Et les gens se sont rappelés qu'il y avait des phénomènes physiques qui étaient quand même spectaculaires. Donc ça, c'était en Côte d'Or, mais ça a été vu un peu partout en France cette nuit-là. Ça, c'est quelque part sur les bords de Loire. C'est un collègue qui a fait cette photo. Longue pause, ça c'était... Alors les photographes amateurs s'en sont donnés à cœur joie cette nuit-là, ne boudons pas notre plaisir, c'est pas tous les jours qu'on a des couleurs comme ça. Ça c'était au Mont-Saint-Michel. Ça c'est un collègue qui était dans les nuits astronomiques de Touraine, Nicolas Biver, que vous avez peut-être déjà eu ici, qui a fait cette photographie. Château de Chambord, des collègues à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc ça a été observé jusqu'à Nice. C'est vraiment, vous voyez que ça pave un peu toute la France. Et puis ça, c'est au Mont Ventoux. Et alors, je vous montre cette photo parce que pour l'anecdote, j'étais dans un hôtel un petit peu plus bas, là, en fait, et j'avais pas eu l'info qu'il y avait des aurores. Et donc, le lendemain, je me réveille, et puis, j'ai toutes les alertes qui sonnent sur le téléphone, et donc, moi, j'ai pas du tout eu l'occasion d'aller prendre ma photo de ces phénomènes. Et j'ai beau travailler sur les phénomènes auroraux depuis 20 ans, j'en ai jamais vu en vrai, vous voyez, donc je suis habitué aux belles images spectaculaires, mais j'ai pas eu encore l'occasion de voir ça. Ces émissions, on voit que ce sont des émissions qui sont faibles. On voit les étoiles à travers. Elles ont différentes couleurs, vous l'avez vu, puis elles sont structurées. Elles forment des espèces de pinceaux lumineux comme ça. Et alors, je voulais vous montrer aussi cette vidéo, parce que c'est un time-lapse qui a été fait par un astronome amateur près de Grenoble. Là, il y a Grenoble à gauche. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces pinceaux lumineux et ces couleurs, elles varient en intensité, en structure dans le temps, à l'échelle de la minute. Donc, c'est un paysage mouvant quand on fait des photographies d'aurore. Pour prendre un peu de hauteur, je voulais aussi vous montrer cette animation que j'ai faite il y a quelques années dans le cadre d'une étude qui concernait différentes planètes. Et là, en fait, ce sont des images d'un appareil photo qui est placé sur la Station spatiale internationale, et puis on peut donc reconstruire des films. Vous voyez les panneaux solaires de la station. Et puis vous voyez surtout les aurores, vous voyez ces pinceaux lumineux, et vous avez vu qu'il y a des régions dynamiques comme ça qui se promènent, il y a des taches en fait qui évoluent. Donc on sent un côté un peu fluide en fait dans ce phénomène. Et sur cette animation, on voit la deuxième source d'émissions intrinsèques de planètes qu'on appelle
l'airglow ou le déglow, donc une lueur, qui est cette petite couche lumineuse ici qu'on peut voir quand on est dans le ciel côté nuit. Ok, alors la physique des aurores terrestres, maintenant c'est un phénomène qui est bien compris. On a beaucoup parlé d'aurores boréales parce que, enfin on parle toujours beaucoup d'aurores boréales parce qu'elles ont été observées surtout dans l'hémisphère nord, mais il existe aussi des aurores dans l'hémisphère sud, on les appelle les aurores australes, elles ont été découvertes par Cook, le navigateur, lors de son exploration de l'hémisphère austral. Donc, celles de l'hémisphère nord, on a commencé vraiment à les étudier en tant que phénomène physique il y a à peu près 150 ans. Pourquoi pas avant? Probablement parce qu'il n'y avait pas de grande civilisation qui a vécu en dessous. Hein. Et puis, c'est aussi pour ça que les chercheurs scandinaves ont eu un rôle moteur en fait, dans la compréhension de ce phénomène. Donc, on sait maintenant que le phénomène lumineux il est dû à la chute dans l'atmosphère de particules avec une charge électrique qui sont assez énergétiques, essentiellement des électrons, mais aussi des protons. Ces particules, lorsqu'elles chutent dans l'atmosphère, elles entrent en collision avec le milieu qu'elles rencontrent, et donc elles transfèrent de l'énergie aux constituants chimiques de l'atmosphère terrestre. Et en physique, vous savez qu'on ne peut pas rester dans un état excité, hein, donc ces atomes, ces molécules excitées, ils se désexcitent en produisant de la lumière. Et donc la lumière qu'on observe, elle est caractéristique des éléments chimiques qui constituent l'atmosphère terrestre, et c'est essentiellement de l'oxygène et de l'azote qui vont produire les couleurs qu'on voit. Alors, l'analogie la plus proche, en fait, en termes de phénomènes lumineux, il y a beaucoup de phénomènes de luminescence qui existent. Le plus proche, c'est peut-être les ampoules fluocompactes là, que vous avez chez vous. On fait circuler un courant électrique dans ce tube hein, qui est rempli d'une espèce chimique, et donc l'espèce chimique renvoie en fait l'énergie qui arrive sous forme électrique sous la forme de lumière. Voilà ce que je voulais dire ici. Ce sont des émissions qui sont distribuées en altitude. Elles ne touchent pas le sol et elles s'arrêtent à une certaine altitude, donc typiquement entre 80 et parfois 1000 km d'altitude au-dessus du sol. Les couleurs renvoient essentiellement à des molécules, mais il y a des spectroscopistes dans la salle. Il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'une couleur correspond à une molécule. Une molécule, quand elle rayonne de la lumière, souvent elle rayonne un spectre de raies. Et donc, c'est vraiment la couleur, le vert, par exemple, hein, qui est la raie de l'oxygène à 100 km, c'est vraiment la résultante d'une forêt de raies qui pique plutôt autour du vert. Okay, donc, le violet, c'est plutôt de l'azote sous forme moléculaire. Le vert et le rouge, c'est plutôt de l'oxygène. Et puis, il y a une gradation en altitude parce que... Donc, pourquoi ça ne va pas plus bas? Parce que les particules ne peuvent pas pénétrer plus profondément, elles sont stoppées par l'atmosphère. Les plus énergétiques, en fait, ce sont celles qui arrivent le plus bas, ici à 80 km. Et pourquoi il y a des variations de couleurs en altitude? Parce que la distribution des espèces chimiques en altitude varie. Les espèces légères, elles vont être plus abondantes à haute altitude que les espèces lourdes qui sont soumises à la gravité. Alors ça, c'est ce qu'on peut observer dans le domaine visible. Mais les aurores, ce n'est pas un phénomène qui se limite au domaine visible, on peut aussi les observer dans le domaine UV, où là, on va observer des molécules ou des transitions qui sont différentes. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour les planètes géantes. Et le mécanisme d'émission d'aurore optique au sens UV visible, c'est l'un des mécanismes qui permettent de dissiper de l'énergie dans les régions aurorales. Il y en a d'autres. On peut observer les aurores en rayons X. Là, c'est des phénomènes physiques qui sont de nature très différente. C'est du rayonnement de freinage par des électrons très, très énergétiques, ou alors de l'échange de charges avec des ions très, très lourdement ionisés. Et puis, on peut aussi observer, alors moi je travaille surtout sur ça, sur les aurores qui sont produites dans le domaine radio. Et pour ça, il faut des sondes spatiales ou des radiotélescopes au sol. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça du tout. Je vais me contenter de parler des phénomènes optiques. OK. Donc, on connaît bien le phénomène lumineux. On sait qu'on l'observe autour des... on sait qu'on l'observe à haute latitude. Et maintenant, on va essayer de remonter un peu la chaîne pour voir d'où viennent ces particules énergétiques qui tombent et qui génèrent les aurores. Et pourquoi c'est intéressant de les étudier. Alors, je vous ai dit, la physique aurorale, c'est une discipline assez jeune, hein, qui a quand même un peu plus d'une centaine d'années. Et au début, on faisait des cartes comme ça il y avait des campagnes d'observateurs qui allaient relever la position des aurores. Hein. On essayait de mesurer leur distribution, leur altitude. Et on faisait des cartes
d'occurrence en fait, des aurores. Et vous voyez que le maximum de probabilité, c'est le long de cette espèce d'ovale jaune là, qui s'appelle l'ovale auroral. Et les lignes noires, c'est des isocontours. Donc plus on descend en latitude, plus la probabilité baisse. Mais vous voyez qu'il y a une ligne ici qui passe par Dijon. Et donc il est possible d'observer les aurores en France 1 à 2 fois par an sous certaines conditions. Donc ce n'est pas un phénomène qui est réservé aux latitudes polaires. La deuxième chose intéressante, c'est que on parle donc d'aurores boréales. Je vous ai dit qu'il y avait des aurores australes. Plus globalement, on parle d'aurores polaires. Et les pôles dont il est question ici, ce sont les pôles magnétiques. Ce ne sont pas les pôles géocentriques. Le pôle magnétique ici, il est indiqué en rouge. Il est quelque part au-dessus de l'Amérique du Nord. Ce champ magnétique, il a un rôle capital en fait dans la génération des phénomènes auroraux et dans la production des cavités qui entourent les planètes avec un champ magnétique qu'on appelle les magnétosphères. Et il y a un expérimentateur norvégien célèbre qui a sa tête sur des billets de banque norvégiens, Christian Birkeland, qui était un observateur des phénomènes auroraux très, très doué, qui a le premier en fait compris la nature physique de ces émissions. Il avait recréé dans son laboratoire à Tromsø une expérience qui permet de reproduire les aurores en laboratoire qui s'est appelée la Terrella. Et alors cette expérience, donc c'est une cuve à vide dans laquelle il a mis une sphère avec un champ magnétique, une sphère conductrice électriquement, sur laquelle il a envoyé des électrons avec un canon à électrons. Et Birkeland avait mis des plaques photographiques sur la sphère, et voilà ce qu'il a vu. Là, on était donc en Norvège en 1895. Et ça, c'est ce qu'a observé le satellite Dynamic Explorer 1 un siècle après, c'est-à-dire la même chose en fait. Les aurores vues de loin, qui forment un ovale, un anneau, qui est organisé autour du pôle magnétique. Alors sur cette photo, on voit des choses intéressantes. Hein. On voit le limbe, le terminateur, vous voyez qu'il y a le croissant d'ombre, on est du côté nuit. On voit qu'il y a un ovale qui est structuré, hein, donc il est assez complexe. Et on voit que surtout que la partie la plus intense des aurores, elle est côté nuit. Elle n'est pas côté jour. Donc, gardez-le en tête, je vais vous en reparler tout à l'heure. En tout cas, ça vous dit que si vous voulez bien observer les aurores, il vaut mieux être à minuit en temps local. Alors, si on fait une vue de coupe, cette fois-ci, de la Terrella et puis des observations des aurores terrestres, on voit qu'en réalité, quand on est des particules dans un environnement magnétisé, ces particules, leur mouvement est organisé, hein, c'est des propriétés du champ magnétique, je vais en reparler, et donc elles affluent en fait autour des deux pôles magnétiques, et donc on peut reproduire avec une expérience qu'on voit dans la vraie vie. Là, vous avez les aurores australes en bas qui sont conjuguées magnétiquement aux aurores boréales en haut. Est-ce qu'on pourrait rallumer la lumière? Parce que je voudrais montrer quelque chose maintenant. Alors, j'ai un collègue que vous connaissez peut-être, Jean Lillenstein, qui est astronome à Grenoble, et qui a eu l'idée de refaire une version moderne de cette Terrella il y a quelques années. Là, voilà, elle s'appelle la Planet Terrella, il y en a un peu partout en France, on en a fait une à Meudon. Et il y a quelques années... Pardon? On est venu à Dijon l'an dernier. Ah, c'est vrai? Super. Ben, il y a quelques années, j'avais fait une conf comme celle-ci, mais avec la Planet Terrella. Et donc, on avait fait des aurores pendant la conférence, on avait changé les gaz, on avait fait un peu de spectroscopie, enfin, c'était très chouette. Donc ça, c'est une des rares expériences qui permettent de toucher du doigt des phénomènes de physique des plasmas, qui est un mot qui fait fuir tout le monde, sinon. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, là, la physique des plasmas. Ok, alors ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Je l'ai amené, alors c'est une petite manip que vous avez tous fait, je vais essayer de la filmer. J'ai réussi tout à l'heure. Alors, j'ai réussi, voilà. Vous voyez ce petit cube là? C'est un cube avec de l'huile et dedans il y a de la limaille de fer, ok? Il n'y a rien dedans, hein, donc la limaille de fer elle s'organise de manière homogène et puis si j'attends, en fait elle tombe sous l'effet de la gravité. Maintenant, je vais mettre ça dedans. Ça, c'est un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. OK? Et là, j'espère que vous voyez que la limaille de fer s'organise. Hein, c'est une manip que normalement vous avez tous fait au lycée.
de manière moins spectaculaire parce que ça c'est en 3D. La limaille de fer en fait s'organise autour des lignes de champ magnétique, et vous voyez que les lignes de champ magnétique, elles partent d'un pôle pour aller à l'autre. Alors ça c'est un truc qui est vachement important parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre la circulation des particules avec une charge électrique autour d'une planète avec un champ magnétique, parce que le champ magnétique a la propriété d'attirer des particules qui sont sensibles au champ magnétique, des particules ferromagnétiques. Et le champ magnétique a aussi la particularité d'organiser le mouvement des particules avec une charge électrique. Donc les fameux électrons et les protons dont j'ai parlé tout à l'heure, les grains d'électricité qu'on trouve dans notre prise. La Terre, c'est une planète avec un aimant, comme ça, en son centre. Il est produit dans le noyau terrestre par un phénomène dynamo. Et donc, alors pour la petite histoire, le pôle sud magnétique est au nord, et il bouge avec le temps. Et donc, le champ magnétique, qu'on ne voit pas à l'œil nu, forme des lignes de champ magnétique qui indiquent la direction du champ magnétique. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est que le champ magnétique a un sens. Quand on met des électrons dans un champ magnétique, ces électrons vont avoir une trajectoire qui va être organisée par le champ magnétique. Ils vont décrire un mouvement de spirale. En physique, on l'appelle ça un mouvement de Larmor. Et donc, c'est comme des perles qu'on enfile sur un fil. Les électrons vont être piégés le long des lignes de champ magnétique. Un deuxième mouvement, c'est qu'ils vont faire un mouvement de rebond, en fait, parce que le champ magnétique n'est pas constant. Et donc, quand on progresse vers la planète, le champ magnétique augmente, et donc la vitesse des électrons change. Et donc, ils circulent comme ça, ils sont piégés dans l'environnement terrestre, ad vitam aeternam, sauf si on leur transfère suffisamment d'énergie, auquel cas ils peuvent aller plus loin le long de leur ligne de champ magnétique et, in fine, tomber dans l'atmosphère. Donc, quand des électrons énergétiques avec une vitesse suffisante peuvent tomber dans l'atmosphère, eh bien, ils produisent le phénomène lumineux qu'on a vu tout à l'heure, des aurores. Et donc le fait que les aurores forment un ovale, ça veut dire qu'il y a des électrons énergétiques tout autour de la Terre, à toutes les longitudes. Ça va jusque-là? Ok. Alors, pour comprendre maintenant la physique du phénomène, du cas terrestre, il faut revenir au Soleil, notre étoile, qui émet deux choses. Il émet de la lumière, qui met 8 minutes à nous parvenir, et le Soleil émet aussi des particules chargées électriquement, qui portent le doux nom de vent solaire, et qu'on voit sur cette photographie, qui a été prise donc par SOHO, un spectromètre ultraviolet de SOHO qui montre la surface du Soleil. Donc le Soleil, c'est une boule magnétisée, elle émet de la lumière, elle émet de la matière, qui ne se propage pas à la même vitesse. Et là, vous voyez en fait l'activité solaire, on est en maximum solaire en ce moment, c'est pour ça qu'il y a des aurores sur Terre. Vous voyez ici des espèces de pinceaux lumineux qui bougent, c'est la visualisation des lignes de champ magnétique, des boucles en fait, magnétiques à la surface du Soleil. La Terre à l'échelle, c'est ça, hein, donc c'est vraiment des événements très grands. Voilà, la lumière de la matière. Là, vous avez une autre représentation. Alors, est-ce qu'on peut rééteindre? Parce que du coup, j'ai fini de montrer ce que je voulais montrer. On a une autre vision du Soleil, toujours avec SOHO. Cette fois-ci, c'est un coronographe, le principe du coronographe, inventé par Bernard Liot. On met un cache sur la source lumineuse et du coup, on peut voir par contraste bien mieux ce qu'il y a autour. Et donc ici, vous voyez toute cette matière qui s'expand en fait dans le milieu interplanétaire qui baigne en fait le système solaire, ce vent solaire, avec des éruptions de temps en temps dans certaines directions de matière. Pour la petite histoire, l'instrument qui a servi à faire cette image, il a été construit au laboratoire d'astrophysique de Marseille où je suis. SOHO, c'est un télescope qui est dans l'espace depuis 15 ou 20 ans, hein, donc c'est vraiment de l'instrumentation costaude, et il continue à faire de la surveillance solaire tous les jours. Ok, donc la Terre, avec son champ magnétique, elle est plongée dans le système solaire qui est balayé en permanence par le vent solaire, qui provient du Soleil. Quand le vent solaire, c'est-à-dire les particules avec une charge électrique qui le composent, arrivent au voisinage de la Terre, ils commencent à sentir le champ magnétique terrestre, et donc en première approximation, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de cette cavité qu'on appelle la magnétosphère, et ils font le tour. C'est le concept de magnétosphère étanche. Alors ça, c'est un petit graphe compliqué pour vous montrer que les gens qui travaillent là-dessus, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de... C'est très compliqué parce qu'il y a des régions où le plasma s'accumule, il y a des instabilités qui se développent. L'étude des magnétosphères, c'est une discipline qui remonte au début de l'ère spatiale.
Le magnétisme sur Terre, il est connu depuis les Chinois, hein, l'invention de la boussole, mais la mesure, en fait, qu'il y a une cavité autour de la Terre et qu'au-delà de la cavité, on est vraiment dans le milieu interplanétaire, ça remonte aux années 60, la détection par Van Allen, des ceintures de Van Allen, et puis ensuite les mesures dans le milieu interplanétaire. Bon, c'est une figure un peu compliquée, c'est juste pour vous montrer que voilà, y a plein de choses à étudier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on voit des aurores brillantes qui sont côté nuit. Ça veut dire qu'elles sont activées par des électrons qui proviennent du côté nuit de la planète. Donc comment on relie ces deux phénomènes? Et puis ça, c'est une autre image d'émission aurorale pendant un orage auroral, et on voit que voilà, le maximum d'extension spatiale, les plus basses latitudes, et puis le maximum d'amplitude de l'émission, c'est vraiment à minuit en temps local. Comment on relie ces deux phénomènes? Et bien pour ça, il faut se rappeler que le vent solaire, c'est un plasma qui est magnétisé. Un plasma, hein, c'est juste un terme pour dire un ensemble de particules avec une charge électrique, nos fameux grains d'électricité. Le Soleil a un champ magnétique, et ce champ magnétique, il est transporté avec les particules qu'il produit. Donc, quand on regarde ce qui se passe au nez de la magnétopause terrestre, on a ce champ magnétique solaire qui est en pointillé. Ce champ magnétique, il a une direction, nord-sud, et il va rencontrer le champ magnétique terrestre. Je vous ai dit tout à l'heure que, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est le rouge, le nord. Les lignes de champ, elles sortent du pôle nord, sur Terre, pôle nord magnétique, et elles rentrent dans le pôle sud magnétique. Donc, au niveau du nez de la magnétopause, le champ magnétique terrestre, il est dirigé vers le haut, comme ça. Et alors là, il y a deux cas de figure. Soit le champ magnétique du Soleil est dans le même sens, on a deux aimants qui se font face comme ça, et ben, ce qui se produit, c'est ce que je vous ai décrit juste avant. Il n'y a pas de connexion possible en fait entre le milieu extérieur et intérieur, et le vent solaire fait le tour de la cavité magnétosphérique, c'est comme un caillou dans une rivière. Soit le champ magnétique est dans l'autre sens, et alors là, il se passe un truc rigolo qu'on appelle de la reconnexion magnétique. C'est une instabilité de déchirement qui fait que quand vous avez un pôle nord et un pôle sud en face, eh bien en fait les lignes de champ vont se découper et se raccrocher comme ça, et puis la configuration finale, ça va être celle-ci. C'est une configuration instable en physique, et l'intérêt c'est que quand ça se produit, et ça se produit uniquement dans cette configuration magnétique-là, le matériau qui est au voisinage de la Terre, il peut rentrer dans la magnétosphère. Donc en fait la magnétosphère peut se remplir en plasma quand cette configuration se produit. Alors c'est une configuration, c'est un autre schéma compliqué, je m'excuse, mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres, hein, donc je vous le montre quand même. Quand la magnétosphère se remplit en plasma, ce plasma il est transporté du côté nuit de la magnétosphère et il vient abonder un réservoir dans la queue de la magnétosphère. Et là c'est comme un ballon qu'on gonfle, hein, on gonfle notre ballon de baudruche, et au bout d'un moment le ballon il est plein et il craque. Et donc quand il craque, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième reconnexion qui se produit dans la queue de la magnétosphère, une partie du plasma qui a été stocké, qui est évacuée dans la queue et qui retourne au milieu interplanétaire, et puis le reste qui est accéléré le long de la ligne de champ magnétique qui va reprendre sa forme initiale. Vous voyez que là, les lignes de champ avec le plasma qui se stocke dedans, elles s'étirent, et c'est comme un élastique qu'on tire, à un moment on le lâche, et donc toute l'inertie qui était stockée dans les lignes de champ magnétique, eh ben, elle est transférée aux particules qui gagnent de l'énergie. Et là, maintenant, on a des électrons avec de l'énergie qui leur est transférée, qui sont côté nuit et qui vont pouvoir précipiter dans l'atmosphère terrestre. Ce phénomène, il est cyclique, parce que la polarité du champ magnétique dans le vent solaire, elle alterne en fait, hein. Il se produit à peu près toutes les 12 heures, avec une intensité qui n'est pas toujours la même, et on l'appelle, ce phénomène, le phénomène des sous-orages magnétosphériques. Pourquoi sous-orage et pas orage? Je vais vous expliquer ça après. Et là, vous avez une séquence d'observation des aurores terrestres pendant un sous-orage. Donc on a une configuration calme, avec un ovale auroral circulaire et peu intense à haute latitude. Et bien à un moment, le cycle des sous-orages se produit, et puis vous voyez qu'on a l'apparition d'une région très, très active côté minuit en temps local, qui en fait s'étend en latitude à la fois vers les hautes et vers les basses latitudes. Alors j'aime bien ce schéma parce que quand on lit les explications physiques de ces phénomènes dans la presse, souvent il y a beaucoup de raccourcis, voire carrément des erreurs.
Et donc souvent on lit, ah là là, les aurores c'est produit par des électrons du vent solaire, ils arrivent, ils tombent et pan, ça fait de la lumière. Et en fait, j'espère vous avoir fait toucher du doigt que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Le mécanisme des sous-orages, ça fait 40 ans que la communauté travaille dessus, hein. On envoie des flottilles de satellites pour comprendre exactement ce qui se passe. Ce qui est à garder en tête, c'est vraiment que les aurores les plus intenses sont produites du côté nuit. Donc il ne peut pas y avoir de lien direct en fait, entre les particules du vent solaire et la magnétosphère. Il y a tout un cycle, un recyclage en fait, des particules qui se produit. Alors, des missions pour observer les aurores sur Terre ou étudier ces phénomènes de dynamique de la magnétosphère, il y en a eu plein, hein. Je vous ai parlé Dynamic Explorer 1, il y a eu Polar, les missions Themis. Et puis maintenant, sur Terre, on a de la chance parce qu'on peut lancer plein de satellites. Maintenant, avec des flottilles carrément, avec des missions de 2 à 4 satellites. Et on peut aller très loin en fait, dans la compréhension microphysique de ces phénomènes aux échelles spatiales et aux échelles temporelles grâce à cette multiplicité de missions. Alors, maintenant, j'en reviens à l'appellation sous-orage. En fait, les sous-orages ont été appelés comme ça parce qu'au départ, on a vu que les sous-orages auroraux se produisaient pendant des orages magnétosphériques. C'est quoi un orage géomagnétique? Un orage magnétosphérique, c'est on a un magnétomètre au sol et puis d'un coup, le champ magnétique augmente brutalement. Donc on se dit, bon, il se passe quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est une compression de la magnétosphère. Une compression de la magnétosphère par quoi? Eh bien, par des éruptions solaires, qui sont des bulles de matière qui se produisent, qui se déplacent avec une densité, avec une vitesse très rapide et puis une densité très, très forte. Donc, ça, c'est une petite animation qui montre ça. De temps en temps, on a une compression de la magnétosphère grâce à une éruption solaire, et vous voyez que cet orage magnétosphérique, il induit un sous-orage. Et là, vous avez en image tout le cycle que je viens de vous expliquer. Alors, je vais vous le repasser, hein. Alors, la plupart des animations qui sont faites par les agences spatiales sont fausses. Celle-là n'est pas trop fausse, donc ça va. Côté jour, vous voyez qu'il y a des reconnexions magnétiques, il y a du plasma qui peut entrer dans la magnétosphère, il se stocke côté nuit, là on remplit, puis après c'est l'élastique qu'on lâche, les particules reviennent avec de l'énergie et elles précipitent plutôt du côté nuit où elles vont pouvoir allumer les émissions que vous avez vues tout à l'heure. Donc les orages, les sous-orages auroraux se produisent pendant des orages magnétosphériques, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est pour ça, c'est un terme historique qu'on a conservé. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé le 10 mai 2024 et puis aussi le 10 octobre, hein, puisqu'on a eu 2 épisodes auroraux intenses en France. Ça, c'est une figure en lumière visible de la surface du Soleil qui a été prise donc, le 8 mai 2024. Et sur le Soleil, comme vous savez, il y a des taches solaires hein, qui ont été découvertes par Galilée et puis suivies sur le long cours depuis. C'est des zones sombres en fait à la surface du Soleil. On peut l'expliquer par le fait que dans ces endroits-là, c'est des endroits très actifs et puis le matériau il est plus froid que le matériau autour parce qu'il y a de la convection. Et donc c'est pour ça que nous apparaissent sombres, mais c'est vraiment brillant. Hein. Et donc voilà un zoom de cette région active. Et vous avez ici la taille de la Terre à côté, hein, donc ça fait à peu près 15 fois la taille de la Terre. Et cette région très active, on n'avait pas vu comme ça depuis l'événement Carrington hein, en 1850. Il a émis beaucoup d'éruptions solaires, mais une particulièrement intéressante pour la suite de cet exposé, puisqu'elle était dirigée vers la Terre. Ça, c'est une photographie prise par SOHO, donc c'est le coronagraphe. Là, on est à l'orbite terrestre, hein, c'est une photo du Soleil avec toujours le cache devant. Et là, vous voyez les limites de la bulle de matière qui a été produite donc à 7h24 en temps universel, le 8 mai 2024. Et ça, c'est ce qui s'est passé 2 jours après. Parce que le vent solaire, c'est pas de la lumière, il se propage moins vite. La lumière, 300 000 km par seconde. Le vent solaire, typiquement, c'est 400 km par seconde. Donc il lui faut 2 à 3 jours, selon qu'il est lent ou rapide, pour arriver jusqu'à la Terre. Et là, vous avez, donc 2 jours plus tard, l'activation en fait d'un phénomène particulièrement intense de sous-orage qui est descendu en latitude jusqu'en France. Et c'est assez rare et ça dépend uniquement de l'intensité, de la compression de la magnétosphère qui est due à cette éruption solaire. À droite, là, vous avez une petite animation qui a été faite par un étudiant qui vous montre en fait les aurores boréales australes en fonction du temps. Donc il y a le temps qui défile
Alors, c'est des satellites de la NOAA aux États-Unis. Hein. Ils passent et puis ils photographient une bande comme ça, les aurores. Donc, on n'a pas toujours l'ovale complet. C'est des satellites de surveillance atmosphérique. Et donc, vous voyez, on a un ovale voilà, qui est plutôt plus intense qu'au coup de minuit. Et puis, à un moment, vous allez voir, donc la limite de latitude ici, c'est 50 degrés. Hein. La France, on est un peu plus bas, on est à 47. Ouais, à un moment, la taille énorme en fait, de l'ovale qui grandit, qui devient intense, qui déborde carrément de 50 degrés. Donc, ce qu'on a vu ici, c'était une partie de cet événement global qui a affecté très largement en fait, tout l'environnement terrestre. Alors, tout l'environnement terrestre. Alors, les orages produisent des sous-orages, et évidemment, les orages, on en trouve plus fréquemment quand on est en maximum d'activité solaire. Le Soleil, c'est une étoile qui a une activité avec un cycle de 11 ans. Et là, vous avez le nombre de taches solaires, ce qui est équivalent à une mesure de l'occurrence du nombre d'éruptions. Et bon, bah, chance pour ceux qui, comme moi, ont raté les 2 épisodes de l'année dernière, on devrait en avoir d'autres parce qu'on est en maximum solaire en ce moment. Alors après, chaque maximum solaire n'amène pas une région particulièrement active. Hein. Je vous ai parlé de l'événement de Carrington, je crois que c'est 1859. Donc, il faut un peu de chance aussi. Hein. Il y a des éruptions solaires, il faut qu'elles soient dirigées dans la direction terrestre. Alors, observer des aurores se prévoit. Ne croyez pas les agences touristiques. Maintenant, vous savez qu'il faut être à minuit en temps local et qu'il faut plutôt aller en Scandinavie au moment du maximum solaire. C'est le bon moment, allez-y. Plutôt l'hiver parce que la nuit tombe plus tôt. Il existe des aurores côté jour, mais on ne peut pas les voir parce que le contraste avec la lumière rétrodiffusée par l'atmosphère est trop faible, en fait, hein, tout simplement. Vous avez des sites comme ça, spaceweather.com ou spaceweatherlive.com, qui prédisent en temps réel, en fait, la position synthétique de l'ovale auroral, donc prédit à partir des mesures des satellites que je vous ai indiqués là tout à l'heure. Il y a des indices de prédiction de l'activité géomagnétique. Le plus célèbre, c'est l'indice KP. Hein, donc quand il est au-dessus de 7 ou 8, c'est que c'est vraiment des conditions orales très fortes. Là, vous voyez, quiet, ça veut dire 2. Il n'y a rien de spécial pour les 2 heures à venir. Et puis vous avez même des mesures du vent solaire par des sondes qui sont situées à l'extérieur de la magnétosphère, et puis la vision de l'ovale auroral. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez voir des aurores, allez en Scandinavie. Vous pouvez aller aussi dans l'hémisphère sud, hein, mais c'est plus loin. Il faut Terra Delhi, c'est en bateau, je crois que c'est 2 mois hein, pour y aller. Et puis, c'est pas spécialement facile en termes de conditions météo. Si vous prenez l'avion, vous pouvez aussi demander au steward de vous réveiller dans la direction polaire si jamais il y a des aurores qui sont visibles. Et puis sinon, voilà, en maximum solaire depuis la France, être vigilant, donc il y a des alertes, on peut suivre les choses. Ok, alors je vais faire un petit bilan pour voir si vous avez suivi. Le Soleil est une étoile active qui émet 2 choses, de la lumière et de la matière, des particules chargées électriquement, qu'on appelle le vent solaire. Quand ce vent solaire rencontre des obstacles sur sa route, eh bien, par équilibre de pression, on crée des cavités. Donc les planètes avec un champ magnétique créent cette cavité qu'on appelle une magnétosphère. Il y en a autant que de planètes avec un champ magnétique. Et on peut étudier ces objets, les magnétosphères, qui sont très, très difficiles à explorer, pour lesquels il faut des sondes spatiales situées localement ou des radiotélescopes au sol. On peut l'étudier en observant ces aurores. Pour produire des aurores, il faut donc une source de particules. Sur la Terre, c'est le vent solaire, mais pas que. Parce que la haute atmosphère terrestre, qui est ionisée par le rayonnement UV du Soleil, elle produit aussi, elle ionise en fait des particules qui peuvent s'échapper dans l'environnement magnétosphérique terrestre. Donc on parle surtout du vent solaire comme source de particules, mais il y en a une deuxième. Et puis une fois que ces particules sont arrivées dans la magnétosphère, ils perdent leur nature. On ne peut pas reconnaître un électron d'origine solaire ou un électron d'origine terrestre. Hein. Il est touillé dans la marmite. Et ces particules, une fois qu'elles peuplent l'atmosphère, elles peuvent être accélérées avant de donner des aurores. Et le mécanisme sur Terre qui est responsable de ça, c'est le mécanisme des sous-orages. Est-ce que ça va? Alors, je vous propose de parler un peu des autres cas de magnétosphère qu'on trouve dans le système solaire. La Terre n'est pas la seule planète avec un champ magnétique.
elles en ont toutes un, à l'exception de Vénus et de Mars. Mars a un champ magnétique rémanent, donc il y a des poches encore, des roches qui ont enfermé un champ magnétique résiduel, donc il y a quand même des traces magnétiques. Vénus, non. Et donc c'est le signe, comme ces champs magnétiques sont produits par effet dynamo dans les cœurs très denses et très chauds de ces planètes, c'est le signe que l'activité géologique de Vénus n'existe plus. Alors voilà, là vous avez une représentation des différents champs magnétiques, c'est-à-dire des différents barreaux aimantés de ces planètes. Alors il y a plein de choses différentes, rigolotes. Ils n'ont pas la même intensité, ils n'ont pas la même orientation, ils sont pas excentrés de la même manière. Donc ça fait des magnétosphères avec des formes et des géométries très compliquées. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier ces objets de manière comparée, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Et en plus, tous ceux qu'on connaît sont différents les uns des autres. Alors, je vais parler un petit peu de Jupiter. Jupiter a un champ magnétique très intense, le plus intense pour une planète du système solaire, et donc, par conséquent, il produit une magnétosphère beaucoup plus grande que les autres, qui est aussi la plus grande du système solaire. Je ne vous ai pas donné d'échelle, mais ici, pour la magnétosphère terrestre, la distance ici au nez de la magnétopause, c'est à peu près 10 fois le rayon terrestre, donc c'est 65 000 km. Sur Jupiter, qui a un rayon beaucoup plus grand déjà, de 71 000 km, la distance au nez de la magnétopause, c'est à peu près 100 rayons de Jupiter. Donc c'est énorme. Ça peut donc plusieurs centaines de rayons, enfin une centaine de rayons côté jour. Et puis la queue de la magnétosphère de Jupiter, elle peut s'étendre sur plusieurs unités astronomiques. Les sondes Voyager, quand elles ont survolé Jupiter, donc en 79 et 80, devaient ensuite aller survoler Saturne 2 ans plus tard. Et en approchant Saturne, on a réalisé en fait que le vent solaire était coupé par intermittence, et on a compris pourquoi. C'est parce que Saturne était passé périodiquement dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. Donc c'était un résultat extraordinaire de mesurer localement en fait que Saturne pouvait donc être protégé en fait du vent solaire en passant dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. Donc c'est un objet très grand. Si on pouvait le voir dans le ciel, évidemment les lignes de champ magnétique, je vous l'ai dit, on ne peut pas les voir. Si on pouvait le voir dans le ciel, ce serait le plus gros objet astrophysique apparent dans le ciel. Il ferait 4 fois la taille de la Lune en fait. Et bien voilà, c'est un petit schéma qui illustre ça. Alors ce qui est rigolo aussi avec Jupiter, c'est que c'est la première magnétosphère à avoir été découverte. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le développement de la radioastronomie après-guerre, il y avait des ingénieurs qui travaillaient sur la radiocommunication, ils ont vu une source astrophysique dans le ciel qui était à la position de Jupiter. Ils se sont dit, ça doit être des émissions radio qui sont produites par Jupiter, et on pense que c'est une émission de type cyclotron, c'est-à-dire des électrons qui tournent autour des lignes de champ puis qui transfèrent leur énergie aux ondes qui partent. Et la fréquence de rotation des électrons autour de la ligne de champ magnétique, elle est directement proportionnelle au champ magnétique. Donc en faisant cette hypothèse, ils ont mis en évidence l'existence d'un champ magnétique à Jupiter, et le terme de magnétosphère, donc en 1955, avant le lancement des premières sondes spatiales, et donc le terme de magnétosphère a été inventé pour Jupiter. Alors Jupiter, c'est une magnétosphère très compliquée qui est en ce moment explorée par une mission orbitale américaine qui s'appelle Juno, dont la compréhension de la physique auroral de Jupiter est l'un des objectifs majeurs. Alors je pourrais revenir volontiers vous faire une conf que sur ça, mais là aujourd'hui je vais juste vous montrer quelques spécificités de ce système. Champ magnétique important, ça veut dire que Jupiter va être peu sensible au vent solaire. Il peut se passer plein de choses, ça va concerner les régions externes de la magnétosphère. C'est pas ça qui va dominer la circulation et puis la dynamique de la magnétosphère. Par contre, Jupiter a une autre spécificité, c'est qu'il a une lune, Io, qui est la plus proche en fait des 4 grands satellites de Jupiter qui ont été découverts par Galilée. Io est une lune volcanique active, et donc elle produit 1 tonne de matière par seconde qui est ionisée tout de suite en fait par le rayonnement du Soleil ou alors les interactions avec les autres particules. Donc Jupiter a une source de plasma interne. C'est Io qui peuple la magnétosphère en électrons et en protons de manière permanente. Enfin, Jupiter tourne vite. Jupiter fait un tour, enfin son champ magnétique, je pourrais aussi vous parler de ça après si vous voulez. L'intérieur de Jupiter qu'on diagnostique par la rotation du champ magnétique fait un tour en 9h55. Donc tout ce qui se passe sur Jupiter, ça va être dominé par la rotation rapide. Alors ça, c'est une photo de Jupiter que vous auriez pu mettre dans le hall parce qu'elle a des aurores, et puis c'est exactement la même photo parce que c'est une image qui a été prise par Galiléo.
Et le petit point noir que vous avez là, c'est l'ombre portée du satellite Io, dont je viens de parler. C'est une image composite. Les émissions que vous voyez au nord et au sud, ce sont les aurores polaires de Jupiter. Elles n'ont pas du tout la même tête que sur Terre. Et cette image a été faite avec un spectroimageur ultraviolet du télescope spatial Hubble. Pourquoi UV? Parce que en fait, la composition de l'atmosphère des planètes géantes est assez différente de celle qu'on trouve sur Terre. Il y a des molécules beaucoup plus simples, c'est surtout dominé par l'hydrogène atomique et moléculaire. Et l'hydrogène, par ce mécanisme d'émission des aurores, qui est le même que sur Terre, il rayonne plutôt dans l'UV. Donc pour toutes les planètes géantes, on va plutôt les regarder dans l'UV. Ça, c'est un zoom. Même chose, hein. C'est des fausses couleurs, on est dans l'UV. C'est un zoom de la région aurorale nord. Et là, on voit toute la complexité des émissions aurorales de Jupiter. Donc, produites toujours par le même phénomène, hein, des électrons, essentiellement des électrons, qui tombent dans l'atmosphère, et puis ici, ils activent les atomes d'hydrogène ou les molécules de dihydrogène, et puis ça fait de la lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, oui, je vous ai dit, c'est une magnétosphère très compliquée, elle est grande, et le moteur de tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est la rotation rapide. Les aurores de Jupiter ont été divisées en plusieurs catégories historiques, pour faire simple, en trois. D'abord, il y a une espèce d'ovale ici, qui fait tout le tour de la planète. Ça veut dire qu'il y a des électrons, donc un mécanisme d'accélération associé, qui marche tout autour de la planète. La source de ce mécanisme d'accélération, c'est la rotation rapide. C'est des lignes de champ qui tournent vite les unes par rapport aux autres, ça fait de la friction, et ça a la propriété d'accélérer les particules. J'ai une collègue qui travaille à Meudon, qui a découvert cette espèce d'inclinaison, là, on appelle ça le kink en anglais, le coude là, de l'ovale auroral, que vous voyez ici sur l'image. Et ça, c'est le signe de l'existence d'une anomalie dans le champ magnétique de Jupiter. Donc avec les aurores, rien qu'en faisant des images comme ça, on peut dire des choses sur le champ magnétique, son amplitude, sa distribution, et puis même sa morphologie. Deuxième type d'émission aurorale, c'est les petits points chauds là, que vous voyez, là, les empreintes, ici. Et chacune de ces empreintes, donc là il y en a 3, mais en fait il y en a aussi une pour Callisto, elle est au pied de la ligne de champ magnétique qui passe par chacune des lunes galiléennes. Donc l'empreinte la plus intense, c'est celle d'Io, et vous voyez que ce n'est pas juste une empreinte, hein, il y a une traînée, mais il y en a aussi une pour Europe et Ganymède, donc celle d'Io est connue depuis les années 70, Europe et Ganymède découvert en 2002, et celle de Callisto, elle vient d'être découverte par un jeune chercheur de l'université de Toulouse qui a fait un communiqué de presse là, cette semaine, donc vous pouvez aller regarder, on l'a vu avec les données Juno. Le moteur en fait il y a des aurores connectées aux satellites, ça veut dire qu'il y a des électrons qui sont accélérés le long des lignes de champ magnétique qui passent par les satellites. Le moteur là, ce qui donne de l'énergie aux particules, c'est le déplacement en fait de ces lunes dans le champ magnétique de Jupiter. C'est comme un phénomène d'induction, hein. Si vous passez un barreau aimanté sur un circuit électrique et vous pouvez créer un courant, là c'est un peu ce qui se passe. On a un corps conducteur qui se déplace dans le champ magnétique et ça a la propriété de mettre en jeu des champs électriques qui accélèrent après les particules. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Je préfère pas trop rentrer dans les détails, sinon on va être trop long. Et troisième type d'émissions sont les émissions qu'on trouve au centre de l'ovale auroral. Ce sont des émissions pulsantes à très courte durée de vie. Et donc, comme elles sont à plus haute latitude, on sait qu'elles correspondent à des lignes de champ qui vont aller beaucoup plus loin. Donc, elles, on pense qu'elles sont liées à l'interaction de la magnétosphère Jupiter avec le vent solaire, mais ce n'est pas clair et c'est une des questions qu'on essaye en ce moment à laquelle on essaye de répondre avec Juno. Alors ça, c'était des observations qui ont été faites à distance depuis la Terre avec le télescope de 2,40 m, le miroir de 2,40 m de Hubble. Quand on envoie une sonde spatiale sur place, avec un beaucoup plus petit miroir, souvent on peut faire des choses beaucoup mieux résolues. Et là, vous avez à gauche la première image qui a été prise par le spectroimageur infrarouge de Juno. Donc là, c'est un autre mécanisme d'émission, hein, c'est juste pour illustrer, ce n'est pas l'atmosphère neutre qui rayonne, c'est l'atmosphère ionisée, c'est pour ça qu'on l'observe en infrarouge. Et vous voyez en fait que dès qu'on a un instrument plus sensible ou qui va plus près, qu'on a une meilleure résolution, tout se complexifie. Là, on a même du mal à reconnaître l'ovale auroral, on voit que tout est granuleux, il y a plein de régions actives, donc plus on va loin, plus c'est compliqué.
Vous avez donc ici une vue avec le spectroimageur UV de Juno, qui est celui avec lequel on a détecté l'empreinte de Callisto, qui vous montre comment les gens analysent les données Juno. Là, vous avez les trajectoires vertes et rouges, c'est le pied magnétique de Juno qui se promène autour de Jupiter. Et donc, on peut savoir exactement, en regardant les aurores, si on était en train de passer dans une région où on attendait des particules localement ou pas. Et donc, Juno peut directement identifier les mécanismes d'accélération qui produisent chacune de ces composantes aurorales. Alors ça, c'était quelques mots sur Jupiter. Je voudrais vous parler de Saturne, Uranus, et après j'arrête là. Saturne, c'est une autre planète avec un champ magnétique. Alors, la particularité de Saturne, c'est qu'elle a un champ magnétique qui est plutôt d'amplitude comparable à celui de la Terre. Mais, comme elle est située plus loin dans le système solaire, sa magnétosphère va être plus grande parce que la densité du vent solaire va être plus faible. C'est un schéma là, qui vous montre que la magnétosphère géante de Saturne, elle a plein de régions différentes à étudier. Saturne a une lune active comme Jupiter qui est Encelade. Et ça, c'est une découverte de la mission Cassini. C'est une découverte qui a été faite avec un magnétomètre. Et si vous regardez des images de la surface d'Encelade, vous voyez des stries géologiques. Là, il y a du cryovolcanisme qui se fait. Et Encelade émet typiquement 10 kg de matière dans l'environnement de Saturne par seconde, c'est-à-dire 100 fois moins que Io à Jupiter. Saturne est aussi une planète qui tourne vite, un rotateur rapide, en 11 heures. Et donc ça va avoir un effet sur les émissions aurorales de Saturne. Alors ça, ce sont des images en haut prises par le télescope spatial Hubble et en bas prises par le spectroimageur UV à bord de Cassini, réparties au cours du temps. Et j'aime bien montrer cette image parce que ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on a une sensibilité, les générations d'instruments en fait. Quand on a détecté les aurores en 94, vous voyez, pour les gens c'était clair, il y avait une région active, elle était côté gauche, elle était côté matin. Ça, c'est une vision qu'on a conservée jusqu'à l'arrivée de la mission Cassini. Oui, Saturne, c'est facile, il y a une région active, elle est côté matin, il faut comprendre pourquoi. Et en fait, c'est pas si simple. Il y a des émissions aurorales qui peuvent être très structurées, alors elles sont faibles. Cassini a découvert des aurores diffuses. Elles peuvent être très structurées comme ça. Et Saturne a une particularité, c'est qu'elle est très sensible au vent solaire. Je vous ai dit, elle a un champ magnétique presque comme celui de la Terre, donc elle va répondre au vent solaire. Et là, vous avez en 2004, 26 janvier, je ne sais pas où vous étiez ce jour-là, mais sur Saturne, il y avait une compression assez violente de la magnétosphère cronienne qui a généré des aurores qui ont été vues quasiment... là, on pouvait voir des aurores partout, en fait, dans ce cercle polaire, ce qui est assez rare. En général, ça reste des contours délimités. Donc là, ça veut dire qu'il y avait un afflux de particules démentielles, enfin, dans tout l'environnement de Saturne. Alors, on peut, comme pour Jupiter, distinguer les aurores en différentes composantes. Saturne a un ovale auroral. Alors, je ne vous l'ai pas dit, oui, il y a une particularité dans le cas de Saturne, c'est que son champ magnétique, il est parfaitement aligné avec l'axe de rotation. Ça, c'est un problème pour les théoriciens de la dynamo magnétique parce que c'est une configuration qui ne permet pas normalement de maintenir des champs magnétiques au long cours. Donc, c'est une question qui perdure après la mission Cassini, puisque c'est très difficile d'aller sonder les intérieurs des planètes. On n'a pas de sondes qui vont là-bas. Mais donc, c'est en partie pour ça qu'on a des ovales assez bien définis. Et ici, il y a une forme circulaire. Donc, cet ovale principal, le moteur... qui va gouverner l'énergisation des électrons qui vont donner naissance à ces émissions, c'est la rotation rapide et l'interaction de la magnétosphère avec le vent solaire. Donc ça, on le savait depuis Voyager, on a pu raffiner ça. Et Cassini a détecté, comme pour Jupiter, en fait, une empreinte aurorale de la Lune Encelade, qui est une lune active, je vous ai dit, elle émet de la matière, elle a une enveloppe conductrice, elle circule dans un champ magnétique, donc elle peut interagir avec le champ magnétique de Saturne de la même manière que Io à Jupiter. Et donc les auteurs de cette publication ont identifié une tache au bon endroit, et puis quelques semaines après, Cassini est passé au-dessus de la Lune, et donc ces détecteurs de particules ont détecté des faisceaux de particules qui étaient effectivement alignés avec les lignes de champ et qui étaient compatibles avec la signature aurorale qu'on avait identifiée. Je vais vous dire quelques mots d'Uranus, parce que c'est un objet qui nous occupe beaucoup en ce moment.
Pourquoi? Parce que la magnétosphère d'Uranus a été détectée et observée une unique fois en fait, par la sonde Voyager 2. Voyager 1 a survolé Jupiter, Saturne, et puis ensuite elle a changé de cap. Donc Saturne et Jupiter ont pu être survolés par les deux sondes Voyager à 6 mois d'intervalle, et ça c'était intéressant pour faire des observations stéréoscopiques ou de la variabilité temporelle. Uranus et Neptune, non, ils n'ont été survolés que par Voyager 2, 24 janvier 1986 pour Uranus. Et depuis c'est tout. Et c'est pour ça que cette planète, qui a un environnement, enfin qui a un système planétaire en tant que tel, là aussi on pourra en parler à une autre occasion, c'est pour ça qu'on prépare une mission d'exploration d'Uranus depuis une dizaine d'années. C'est compliqué parce que c'est loin, il faut une source d'énergie, on doit définir les grandes questions scientifiques qui vont préluder et être le prélude à la sélection des instruments. Et je ne vous cache pas que l'agence spatiale américaine, qui devait être le fer de lance et qui aurait déjà dû sélectionner cette mission, est mise sous pression avec ce fabuleux gouvernement américain. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes. Une mission spatiale, c'est quasiment, à l'échelle de temps, c'est une vie, une carrière en fait, de chercheur. Il faut 10 ans pour préparer la mission, aboutir à une sélection, 10 ans pour construire les instruments et lancer la mission. Dans le cas d'Uranus, il faut encore 12 à 15 ans pour y aller. C'est loin, c'est à 19 unités astronomiques. Et après, il faut 10 ans pour analyser les données et tout. Moi, ça fait 12 ans que je travaille dessus. Les dernières dates d'arrivée de mission orbitale, donc la mission n'est toujours pas sélectionnée, et les dernières dates d'arrivée de la mission sur place, j'aurai 65 ou 67 ans, quoi. Donc peut-être que je verrai quand même les données si c'est sélectionné rapidement, et puis sinon, ce sera pour mes futurs étudiants. Donc c'est une illustration aussi que je m'autorise cette parenthèse que j'aime bien rappeler que tous ces projets-là, tous ces sondes spatiales, ces télescopes, c'est des projets sur du temps long qui n'est pas compatible avec des mandats présidentiels de 5 ans et des instabilités court-termistes qui font qu'on donne le budget, on le reprend. Voilà. Là, il faut beaucoup de temps et on peut y arriver que parce qu'on profite des efforts des prédécesseurs. Moi, j'ai fait ma thèse sur Cassini. Je n'ai pas conçu les instruments. Donc, je suis reconnaissant à la génération d'avant qui avait fait tout ce travail. Un peu comme pour Voyager. Et puis maintenant, on prépare la mission d'après que la génération d'après exploitera. Et voilà. Donc, on ne sait pas grand-chose sur la magnétosphère d'Uranus, si c'est que c'est peut-être la plus atypique qui existe dans le système solaire. La grande différence entre le champ magnétique d'Uranus et celui des autres planètes, c'est qu'il est très, très incliné par rapport à l'axe de rotation, 60 degrés. Uranus tourne vite, en 17 heures. Donc, ça veut dire que la géométrie du champ magnétique elle change complètement du tout au tout en quelques heures à peine. C'est un objet qui est très... Donc le champ magnétique est à peu près du même ordre de grandeur que Saturne. Uranus n'a pas de lune active détectée. On a des suspicions pour 2 de ces lunes, mais pour l'instant, elle n'est pas détectée, comme Encelade avant Cassini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de source de plasma interne. La magnétosphère, elle est plutôt vide. Uranus, ces aurores ont été détectées par Voyager et qui avait un instrument UV qui pouvait faire, qui n'avait pas vraiment de résolution spatiale. Là, vous voyez, c'était une fente et puis on promenait la fente là sur le disque et les ronds là, c'est là où on a détecté du signal. Donc ça, c'est les aurores d'Uranus détectées par Voyager 2 en 1986. C'est une publication dans Science. Et notre équipe en fait a redétecté les aurores d'Uranus récemment. Enfin récemment, c'était il y a 10 ans, mais on les observe depuis. Je vais vous expliquer le principe. Il y avait eu des tentatives avec Hubble de détecter ces émissions aurorales, mais ça n'avait pas marché. Et donc on a adopté une nouvelle approche qui était de dire, bon, on sait que la magnétosphère doit être sensible au vent solaire, au moins autant que Saturne et la Terre, donc il ne faut pas observer n'importe quand, il faut observer au passage de régions actives dans le vent solaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a designé en fait une campagne pour suivre des chocs interplanétaires qui se sont propagés dans l'héliosphère. Donc, il y a quelques années, on regardait beaucoup l'activité du Soleil. Une fois qu'on a identifié des chocs dans la bonne direction, on les mesure, on mesure les paramètres du plasma avec des sondes au niveau de la Terre, en dehors de la magnétosphère terrestre.
Ensuite, on travaille avec des modélisateurs en magnéto-hydrodynamique qui propagent en fait le vent solaire numériquement jusqu'à Uranus. Et ils peuvent prédire en fait quand est-ce qu'on va avoir des régions actives qui vont atteindre la magnétosphère d'Uranus et la compresser. Et donc pendant cette... alors il faut du temps pour le vent solaire pour arriver à Uranus, il faut 2 mois. Et 2 mois, c'est bien parce que ça nous laisse le temps de faire tout ce travail en fait numériquement et puis après de demander du temps à des grands télescopes. Et donc vous voyez là, on avait mené une campagne multiplanète pour suivre la propagation de ces chocs interplanétaires dans le système solaire en mesurant les aurores de ces différentes planètes avec des instruments sur des sondes spatiales ou sur des télescopes différents. Et ça a marché. On a détecté les aurores d'Uranus. Donc vous avez ici les premières images. Alors ça, c'est les signatures qu'on a observées en 2014. Je vous montre celle-là parce qu'elles étaient un peu plus intenses que les signatures de 2011. Et pourquoi c'est intéressant? Après tout ce que je vous ai dit, vous avez maintenant vous pouvez réaliser à quel point c'est important d'avoir des signatures comme ça parce qu'elles nous renseignent sur ce qui se passe dans la magnétosphère. Quand on a une région comme ça, on n'avait pas d'image des aurores d'Uranus jusqu'ici. Donc d'abord, on a pu confirmer la détection. Ensuite, on voit que ces régions, elles sont structurées, elles ne tombent pas au même endroit, donc ça nous permet de retrouver la position des pôles magnétiques, de voir qu'il y a des régions actives qui s'allument, qui s'éteignent, donc de sonder un peu la physique de ce phénomène. Alors ça, c'est des images composites, c'est des images qu'on fait pour le grand public une fois qu'on a un super article accepté et qu'on veut faire un peu de médiation autour. Là, ce sont des images scientifiques. Ça, c'est les images avec lesquelles je travaille, des aurores d'Uranus. Alors, on les observait en 2011 et tous les 2-3 ans, on fait une campagne d'observation avec Hubble. Et puis, les dernières observations qu'on a obtenues, elles étaient en 2024, donc là, ça va jusqu'en 2022. Et alors, je voulais vous montrer ça parce que le dernier article de notre équipe, qui est paru il y a quelques mois, dans Nature, c'était, on a utilisé la position des aurores pour remesurer la période de rotation interne de la planète. Alors c'était une nouvelle méthode, et pour ça, il fallait des images, et il fallait des modèles magnétiques d'ovales auroraux. Donc le principe est assez simple, on a pris des images comme ça, et puis on a appliqué des méthodes mathématiques pour minimiser pour trouver la bonne période de rotation qui permet d'organiser toutes ces émissions avec une seule et même période de rotation. Une période de rotation, c'est un paramètre fondamental d'une planète, c'est référé par l'Union astronomique internationale. Dans le cas d'Uranus, celle de Voyager 2, parce qu'elle était connue grâce aux mesures locales de Voyager 2, l'incertitude sur la période de rotation, c'était donc la vraie période de rotation d'Uranus jusqu'à ce travail, c'était 17,24 plus ou moins 0,01 heure. 0,01 heure, c'est une incertitude qui est assez grande, et ça veut dire que le système de longitude qui est associé à cette période de rotation, en à peine quelques mois, il est plus valide. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où sont les pôles magnétiques, et donc on ne peut plus comparer les observations prises à des moments différents, et donc on ne peut pas, par exemple, travailler sur le design orbital d'une mission d'exploration orbitale qui irait explorer toutes les régions intéressantes de l'environnement d'Uranus. Ici, on a réussi à obtenir une période de rotation mesurée à la 7e décimale près, alors uniquement grâce à l'intervalle de temps pendant lequel on a observé ces émissions et on a pu trouver les aurores. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, ça nous a permis de construire un système de longitude qui est valide pendant plus d'1 siècle. Donc ce travail-là, il va être fondamental pour l'équipe qui va designer la trajectoire de la sonde orbitale et même de la sonde de rentrée atmosphérique, parce que le but de cette mission, c'est d'avoir 2 modules, un sonde de rentrée atmosphérique et une mission orbitale qui restera en exploration à la Cassini-Huygens. Parce que on a envie de... C'est important, pourquoi? Parce que si on a un sonde de rentrée atmosphérique, on a envie de savoir si elle va aller atterrir près d'un pôle magnétique ou pas. C'est pas la même chimie qui se passe. Voilà. Donc, je vais finir sur ce dernier transparent pour vous dire qu'il y a d'autres phénomènes auroraux dans le système solaire dont je n'ai pas eu trop le temps de parler, mais avec qui étendent un peu le spectre de ce qu'on peut faire. Mercure détecté en rayon X, donc il y a une mission qui va aller explorer la magnétosphère de Mercure qui est déjà plus ou moins en orbite, qui doit commencer son exploitation scientifique fin 2026, c'est Bepi-Colombo, une mission sonde agence spatiale européenne et japonaise. Ganymède est un satellite de Jupiter avec la particularité d'avoir son propre champ magnétique. Donc Ganymède, c'est une mini-magnétosphère dans une magnétosphère.
Ganymède a des aurores, vous les voyez ici, elles ont été prises en UV avec Hubble, et donc ces aurores nous renseignent sur l'accélération de particules autour de cet objet. Et puis récemment, on a découvert des émissions que les gens ont comparées à des aurores sur Mars. Je vous ai dit, hein, les aurores, c'est un phénomène lumineux qui est provoqué par l'afflux de particules énergétiques. Mars n'a pas de champ magnétique à grande échelle, pas de champ magnétique intrinsèque, mais il a des poches magnétiques situées à certains endroits. Et donc, d'une part, il peut être irradié par le vent solaire quand il y a des épisodes intenses qui viennent allumer en fait toute l'atmosphère. Donc, c'est plutôt analogue au déglow, enfin l'airglow, la lueur globale atmosphérique que j'ai montré au départ. Mais des fois, on a des espèces d'émissions localisées, et ça, on pense que ça vient de processus d'accélération qui se passent dans ces boucles magnétiques au voisinage de Mars. Alors, ça, c'est mon transparent de conclusion. Que retenir de cet exposé? Les planètes avec un champ magnétique créent une cavité autour d'elles qu'on appelle une magnétosphère. On en connaît 6 dans le système solaire. Et ces magnétosphères, elles agissent comme des accélérateurs de particules, où on peut étudier plein de processus de physique des plasmas, et notamment les aurores qui se produisent dans plein de domaines de longueur d'onde, domaines spectraux différents. Aujourd'hui, on a parlé des aurores visibles, mais il y en a dans d'autres domaines spectraux qui correspondent à d'autres processus d'émission. Donc, observer les aurores, c'est un moyen d'étudier à distance les magnétosphères. Quand on regarde depuis la Terre ce qui se passe, une région lumineuse, on peut tout de suite dire il y a une région active, elle a telle caractéristique temporelle, c'est compatible avec tel mécanisme de chauffage ou d'accélération des particules. Alors pour étudier ces phénomènes auroraux, on construit des grands instruments, souvent des sondes spatiales d'exploration, mais on peut aussi utiliser des grands télescopes terrestres, donc des radiotélescopes, mais aussi des télescopes dans l'espace, hein, comme HST et maintenant le James Webb Telescope. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, je vous ai dit, c'est une source de lumière intrinsèque. Ces planètes produisent leur propre lumière. Et évidemment, on pense que ce n'est pas limité au système solaire. Et il y a un enjeu particulièrement fort en ce moment qui est de pouvoir détecter les émissions aurorales en provenance d'exoplanètes parce que ça va nous donner des informations qu'on ignore en fait avec les méthodes de détection actuelles des exoplanètes qui renseignent sur plein de paramètres des planètes mais pas sur leur champ magnétique. Donc pouvoir valider cette technique et détecter des exoplanètes, ça va nous permettre de donner des informations sur le champ magnétique de l'objet, son interaction avec son étoile, peut-être le cycle stellaire de l'étoile. Donc c'est une méthode de diagnostic très, très riche. Et j'en finirai là, je vous remercie pour votre attention.